Alors, la mission de la boussole consiste à aider des membres de l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble mental. Quand je parle de membres de l'entourage, ça comprend évidemment la famille proche, mais également des amis, des familles plus élargies, des collègues de travail, des voisins. Donc, c'est vraiment au sens large. Aussi, les gens peuvent venir nous voir pour une personne qui a reçu un diagnostic, mais également quelqu'un qui a juste des symptômes ou des choses, des nouveaux comportements qu'elle a qui ressemblent à de la maladie mentale. Donc, les gens peuvent nous appeler pour ça. Donc, la boussole a été créée il y a 35 ans par des familles touchées par la maladie mentale d'un proche. C'est suite à la désinstitutionnalisation, dans le fond, où ils ont sorti les gens qui avaient les maladies mentales des hôpitaux psychiatriques, alors que la communauté n'était pas nécessairement prête à les recevoir. Donc, c'est les familles qui s'en sont occupées beaucoup. Et dans le fond, les familles se sont regroupées pour organiser des conférences, faire des groupes d'entraide pour essayer de bien comprendre la maladie mentale et savoir comment agir. Au lieu de vous présenter les différents services un après l'autre, j'aimerais vous présenter un de nos bénévoles, M. Jean-Pierre Langevin, bénévole impliqué chez nous depuis près de 20 ans. M. Langevin est un ancien policier de la SQ à la retraite et dans le fond, il y a un fils, Philippe, qui est atteint et qui a reçu un diagnostic de schizophrénie il y a environ 20 ans. Donc, à travers les 3 capsules que vous allez pouvoir visionner, vous allez suivre l'histoire de M. Langevin et à travers son histoire, vous allez avoir une présentation de nos différents services. Donc, pour suivre et connaître toute l'histoire de M. Langevin, je vous invite à écouter les 3 capsules. Merci. Donc, bonjour. Je suis très heureux de vous parler de mon expérience avec la maladie mentale. D'abord, aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de mon fils, Philippe, qui est le plus jeune de ma famille. On était une famille, on est encore, mais on était une famille normale, un couple avec 3 enfants. Et puis, tout allait bien. Puis nous, dans la famille, la maladie mentale, autant d'un côté comme de l'autre, on ne connaissait pas ça. C'est sûr que moi, en étant policier, je connaissais un peu la maladie mentale, mais pas comme avoir été proche d'une personne. Donc, tout était normal dans la famille. Puis Philippe, c'était le dernier. Philippe, c'était un petit bonhomme intelligent, dynamique, curieux, qui était drôle aussi, qui aimait ça, faire le lien un peu avec son frère, sa sœur, son père, sa mère. C'était un peu un rayon de soleil dans la maison, vraiment. Philippe, d'abord, tout lui réussit. Il réussit dans tout. C'est pas, quand je dis ça, là, c'est pas parce que je veux en mettre plus, là. Il était comme ça, vraiment. Et puis à l'école, ça va bien, secondaire, collégial, il sait déjà qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut devenir ingénieur mécanique. Puis c'est déjà, il n'y a pas de misère à l'école, il est organisé, tout va bien. Il rentre à l'université. Première année va bien. La deuxième année, ça commence à être un peu différent. Philippe s'isole davantage, nous parle moins un peu avec nous autres, mais quand il nous parle de propos qui nous surprennent. Il nous parle qu'il vit à l'école des choses désagréables, comme le fait que son prof, quand il écrit des formules mathématiques au tableau, ben il parle de lui dans ses écrits. Et puis que ses compagnons de classe, ses compagnes de classe, ben il placote dans son dos tout le temps. Puis même que quand il prend sa voiture pour revenir à la maison, même l'annonceur de radio, il connaît Philippe, puis il lui dit toujours des mauvaises choses. C'est tout le temps des mauvaises choses qu'il entend. Donc, quand il nous dit ça, nous, on est un peu surpris, parce que c'était des propos qui ne nous avaient pas tenus. Mais ça, ce que je vous dis là, ça se passe dans plusieurs mois quand même. Et puis, on lui dit d'aller consulter, parce que on pensait que peut-être il faisait une crise d'adolescence, mais c'était pas le cas, c'était trop intense pour ça. Mais Philippe, il veut pas consulter, parce qu'il dit, un peu comme on entend dire souvent, lui, il n'est pas malade, c'est les autres qui sont malades, c'est les autres qui parlent dans son dos, c'est les autres qui lui laissent des messages, donc je vois pas pourquoi je vais aller consulter. Mais là, le temps passe, puis nous, comme parents, on s'inquiète vraiment. D'abord, là, Philippe ne va plus à ses examens. Le stress le rend très, très nerveux. Et puis, à la maison, il y a une atmosphère très différente d'avant. C'est que la maladie mentale a imprégné la maison vraiment parce qu'on ne comprend pas.
Donc, il y a un médecin qu'on a rencontré et qui nous a suggéré d'aller à la Boussole. Aller à la Boussole, parce que lui, il savait que Philippe ne voulait pas consulter. Fait qu'il dit, allez à la Boussole, on va vous aider là-dedans, vous avez besoin d'aide. Donc, on est venu à la Boussole et puis on a rencontré des intervenants, des intervenantes qui nous ont parlé de la maladie. Et puis pendant ce temps-là, ben, le temps passait, puis la maladie à Philippe progressait. Et puis se détériorisait davantage parce qu'il était solitaire dans sa chambre. Il voyageait dans la maison la nuit, puis le jour, il dormait. Donc, c'était vraiment inquiétant. Avec l'aide des personnes à la Boussole, on a décidé de faire une demande d'ordonnance pour un examen psychiatrique à Philippe. Ça a très bien été, mais c'est une démarche difficile. Il faut aller devant un juge, devant les policiers, pour que les policiers viennent chercher Philippe à la maison puis l'amener à l'hôpital. C'est très, très difficile pour les parents. Philippe, je vous disais que c'était un bon petit bonhomme, oui, mais il avait la tête dure. On a dû procéder à 4 reprises à cette démarche-là. Parce que Philippe, il coopérait pendant le temps qu'il était à l'hôpital, mais quand il sortait de l'hôpital, 1 semaine après, il rejetait tout médicament. Donc, ça a été une affaire à répéter à 4 reprises. Pour ce qui est des demandes d'ordonnance, j'aimerais demander à Joanie qui vous explique un peu le service que la Boussole nous rend dans ces cas-là. Donc, la démarche d'ordonnance d'évaluation psychiatrique, c'est la garde provisoire, donc qui fait partie de la loi P38, qui est disponible dans nos services pour les membres de l'entourage qui s'inquiètent pour un proche. Donc, que la santé mentale comporte un danger pour lui-même ou pour les autres. Donc, la première étape, c'est d'évaluer la dangerosité, parce qu'il faut toujours faire la différence entre les comportements qui sont dérangeants et inquiétants de ce qui est dangereux. Donc, la façon de fonctionner, c'est d'appeler à la Boussole. Donc, on peut le faire par téléphone, mais on peut aussi le faire en personne pour évaluer les critères de dangerosité avec les gens, donc qui sont des faits récents. Et il faut que la personne là, qui est un danger pour elle-même, pour les autres, refuse l'aide qui est disponible. On fait souvent aussi appel aux organismes de Québec, le Centre de crise et pêche, qui ont des équipes mobiles pour aller évaluer la dangerosité. Une fois que la dangerosité est évaluée avec les membres de l'entourage, 2 personnes doivent se présenter dans nos locaux pour rédiger le document. Donc, c'est vraiment eux qui vont rédiger le document à présenter au juge parce qu'on est là pour les accompagner. Une fois que c'est fait, ils se présentent devant le juge qui va leur donner le verdict. Donc, il y a le choix de refuser la demande, de demander à signifier, donc de rencontrer leurs proches atteints pour avoir plus d'informations pour prendre sa décision ou d'accepter. Lorsque le juge accepte, il va remettre un mandat à la famille qui peut se présenter avec ce mandat-là au poste de police, qui vont pouvoir amener la personne au centre hospitalier pour être évaluée. Cette démarche-là se fait toute dans la même journée, toutes les étapes, mais il faut quand même savoir que c'est une évaluation qui est demandée, donc il n'y a pas d'obligation de traitement et les psychiatres ont 96 heures pour évaluer la personne et afin de dire si elle est dangereuse ou non. Si elle est dangereuse, ils peuvent entamer d'autres démarches pour la garder au centre hospitalier. Mais sinon, là, ils peuvent la laisser sortir. C'est quand même des démarches qui sont demandantes, mais durant l'année 2015-2016, on en a quand même fait 90 en tout. C'est une démarche qui est émotive là, pour les proches. Fait qu'après tout ça, il reste toujours d'autres besoins qui sont là, dont celui de mieux comprendre la maladie mentale. Donc, M. Langevin, est-ce que vous pouvez nous parler de ce besoin-là d'être informé sur la maladie de son proche? Bon, pour continuer, d'abord, quand on parlait tout à l'heure qu'on avait fait des demandes d'examen psychiatrique, c'est sûr qu'avant de faire ces demandes-là, à la Boussole, comme j'ai expliqué un peu, on avait déjà reçu des informations de la part des intervenants, des intervenantes au sujet de la maladie mentale. Et puis ça nous rassurait un peu que l'action qu'on allait faire une demande, n'était pas dans le vent, était vraiment nécessaire. Mais suite aux événements, suite aux hospitalisations de Philippe,
on avait absolument besoin d'en savoir plus sur la maladie. Parce que quand on sait beaucoup de choses sur une chose, on a moins peur. Puis dans la maladie mentale, la peur, c'est présent. C'est présent probablement chez la personne qui est atteinte, c'est présent chez les proches, c'est présent partout. Donc, plus on connaît, plus ces peurs-là se changent en acceptation, plus ou moins. Donc, les cours qu'on recevait, c'était les cours sur la maladie mentale, sur les différentes maladies mentales, sur les symptômes, sur la progression de la maladie mentale, sur aussi d'où ça vient, la maladie mentale. Ça peut être héréditaire, comme il peut avoir des effets autres. Et puis, aussi la médication. Donc, en parlant de médication, ça nous sécurise comme parents, ça nous dit qu'il y a des moyens pour atténuer les symptômes de la maladie mentale, dont les médicaments, différentes sortes de médicaments. Et puis aussi, la rencontre avec des personnes qui nous parlent de maladie mentale, ils mettent beaucoup l'accent sur, comme parents, il faut absolument s'outiller pour passer à travers, puis penser à nous. La boussole est là pour ça. La boussole, c'est un organisme fait pour les proches, par les proches, puis pour passer à travers de cette maladie-là, pour accompagner notre proche comme il faut dans sa maladie. Il faut être bien outillé. Donc, c'est le pourquoi c'est important d'avoir des cours, d'avoir de l'information, d'être bien outillé à ce moment-là. Je demanderais à Sakina de vous expliquer quel autre service ou quel service la boussole donne aux parents pour s'informer sur la maladie mentale. Oui, donc il existe différentes manières de venir chercher de l'information à la boussole. Une de ces manières est la capsule d'information. C'est un moment privilégié pour les proches de venir finalement s'informer sur un trouble mental. On peut parler, par exemple, du trouble de personnalité limite ou narcissique, des troubles bipolaires, des troubles anxieux, dépressifs ou psychotiques. C'est une période qui est animée par un de nos intervenants ici, qui nous permet justement de mieux comprendre c'est quoi la maladie, c'est quoi les symptômes, les manifestations qu'on retrouve derrière tout ça, quels sont les traitements aussi qui existent en ce moment et les différentes attitudes à prioriser ou peut-être à éviter quand on a un proche qui est atteint de ce trouble-là. On va voir un petit peu aussi les différentes ressources existantes pour le proche qui est atteint. Donc, cette rencontre-là est vraiment conçue pour les proches qui ont un membre de l'entourage atteint d'un trouble de santé mentale et c'est tout simplement de nous contacter pour pouvoir s'inscrire à ce genre d'activité. Sinon, à quelques reprises au cours de l'année, on a ce qu'on appelle nos conférences grand public. Bien, dans le grand public, ça le dit, on peut aller toucher autant des professionnels d'intervention, des étudiants, des bénévoles ou encore des proches, des membres de l'entourage de la personne. Donc, dans ces rencontres-là qui sont animés par des professionnels, soit de la santé, tels que des psychiatres, psychologues, infirmières et compagnie, ou encore par d'autres professionnels. Ils vont s'attarder justement sur un ou des troubles mentaux et justement les conséquences que peuvent vivre les proches par rapport à tout ça. Et sinon, une autre manière justement de venir chercher de l'information à la boussole est notre centre de documentation dans lequel on retrouve différents, soit des livres, des DVD ou des CD-ROM portant sur les troubles mentaux. C'est tout simplement, encore une fois, d'être membre de l'organisme pour pouvoir venir emprunter un document et de donner un léger dépôt pour nous permettre justement d'assurer le suivi de tout ça. Et justement, Amandine va nous expliquer qu'il y a d'autres manières à la boussole de venir chercher des informations quand on n'est pas forcément un membre de l'entourage. Donc, autant pour les étudiants, les bénévoles ou les professionnels qui peuvent être intéressés par les troubles mentaux. Donc, L'Homme qui parlait aux autos est un programme de formation continue qui a pour objectif de donner des outils à toute personne qui souhaite mieux travailler, mieux communiquer avec des personnes ayant des troubles de santé mentale dans leur milieu professionnel. Donc, on donne autant de l'information de base sur les différents troubles de santé mentale que des outils d'intervention à partir d'une méthode qui a été développée il y a quelques années, qui s'appelle la méthode douce. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur le contenu de cette méthode. On a fait à partir de cette méthode-là un petit guide de conduite également, qui est un petit livret qui répertorie les différentes méthodes d'intervention par rapport à des comportements qui peuvent être dérangeants. Le programme de formation se subdivise en plusieurs types de services. Les premiers, c'est nos programmes d'ateliers ici à la Boussole,
On en a plusieurs. Le principal, c'est l'atelier de 12 heures qui donne vraiment l'ensemble, un tour d'horizon des différentes maladies mentales et la méthode douce appliquée à chacune de ces maladies mentales. On a également plusieurs ateliers qui en découlent, donc qui sont plus spécifiques sur l'un ou l'autre des troubles. Ça peut être le trouble de la personnalité limite, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, les troubles psychotiques. On a également la possibilité d'offrir un programme de formation adapté au milieu de travail d'un organisme en particulier, si nous en font la demande. Donc à ce moment-là, on va adapter les exemples cliniques présentés à la réalité du milieu de travail de l'organisation. On peut également, si c'est demandé, modifier légèrement le contenu. Donc à ce moment-là, il y a une préparation à faire évidemment pour adapter. Il faut que ça reste dans le mandat de la boussole. Un autre service qui est propre à la boussole, c'est qu'après chaque formation, tout participant a le droit de demander des services par téléphone ou par courriel post-formation. Donc, quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou quelque chose qu'ils aimeraient pouvoir appliquer dans leur milieu de travail de façon plus précise. Ils ont la possibilité de nous appeler ici à la boussole, puis on va leur donner le service approprié en post-formation. Autre service qu'on propose dans le cadre de ce programme de formation, c'est la supervision douce, donc qui permet de donner un service de coaching finalement dans une équipe de travail où on peut rencontrer l'équipe par rapport à un employé, un employeur ou une clientèle, expliquer la méthode douce dans ce cadre de travail et donner des pistes de solutions par rapport aux difficultés rencontrées dans ce contexte professionnel. Je vais revenir sur la méthode douce. Donc, cette méthode douce, ça part d'un acrostiche. Donc, douce, à chaque lettre de ce mot correspond une étape d'intervention. Ce sont des conseils, ce n'est pas une baguette magique, c'est surtout du bon sens. Donc, si je prends la première lettre, c'est le D du mot douce qui correspond à délimiter l'espace vital. Il s'agit de faire entendre et respecter autant notre propre espace vital, notre bulle physico-psychologique, que celle de la personne avec qui j'entre en relation. Ensuite, on a le O du mot douce qui correspond à observer. Donc, j'observe, ça veut dire je prends en compte qu'est-ce que la personne me dit et son attitude, le verbal comme le non-verbal. Et à partir de là, je vais découler des interventions possibles. Donc, ça va être le U du mot douce. J'utilise mes observations. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'évite de faire par rapport à ce que j'ai constaté comme manifestation inquiétante ou dérangeante? Le C du mot douce correspond à clarifier mon rôle, moi qui je suis par rapport à la personne, l'ami, l'intervenant, le parent, le proche, l'employé, l'employeur. Donc selon mon rôle, je n'aurai pas les mêmes attitudes à adopter. Et j'en suis au E, donc de la méthode douce, encourager à recevoir de l'aide. Autant que possible, je vais tout faire pour proposer des services, proposer des ressources à la personne qui en ressent besoin à partir de ce qu'elle nomme comme besoin. Si je me rends compte qu'il y a des éléments de dangerosité, il existe d'autres ressources à ce moment-là que vous pourrez probablement entendre dans d'autres capsules de présentation. J'aurais terminé avec les informations sur le programme de formation L'homme qui parlait aux autos. Je vous inviterai à suivre la capsule 2 qui va être présentée par M. Jean-Pierre Langevin. Donc, vous le retrouverez pour nous parler de l'importance de se retrouver entre proches.